il s'avère que cette année-là, je faisais mon mémoire de recherche sur le pianiste canadien Glenn Gould, qui était très connu pour ses excentricités et puis surtout pour être un sublimateur absolu. C'est-à-dire qu'à l'époque, en tout cas dans les années 90, avec tous les livres de Bruno Mont-Saint-Jean, on avait l'impression que les amours de Gould ne pouvaient être que musicales. Et ça faisait de lui une figure de sublimateur absolument absolue. On ne connaissait aucune aventure sentimentale. Et Glenn Gould, par ailleurs, souffrait de pas mal de troubles, de compulsions, de rituels. Pour un pianiste, c'est un peu amusant, mais il avait une phobie du toucher. Un jour, chez Steinway, quelqu'un lui a donné une petite accolade amicale. Il a annulé ses concerts pendant 6 mois. Il s'est fait mettre un plâtre. Il a été sous cortisone. Et puis enfin, il a carrément mis fin à toute sa carrière en tant que pianiste soliste au dehors pour se concentrer juste sur une carrière en enregistrement, puisqu'il ne voulait plus se confronter au public. Donc, on avait cette espèce de figure de sublimateur absolu, et à côté de ça, dans l'association Aide, où de fait j'étais devenu bénévole, j'en suis venu à faire des activités de prévention. Et là, je rencontrais, on était en 94, les trithérapies n'existaient pas, et on rencontrait, il y avait des jeunes gens qui avaient 20 ans quand j'arrivais, et qui à la fin de l'année étaient mortes. Et pourquoi elles étaient mortes? Parce que parfois, elles souffraient aussi d'une sorte de compulsion sexuelle. Donc vous voyez, Glenn Gould, il y avait une sorte de mise à distance de tout ce qui était sexualité, sensualité. Et du côté de cette clinique à Aide, je rencontrais des sujets qui parfois allaient jusqu'à mourir parce qu'il y avait eu des compulsions sexuelles. Et ça m'a permis de rapprocher finalement le modèle. Certains psychiatres ont placé Gould dans le registre du syndrome d'Asperger, mais moi je trouvais que c'était beaucoup plus dynamique de travailler avec la névrose de contrainte. Et en même temps, toutes ces compulsions sexuelles que je pouvais observer dans cet autre champ clinique me laissaient face à cette question, est-ce qu'il serait possible qu'il y ait des compulsions sexuelles, alors que d'habitude, dans la névrose obsessionnelle, on fantasme plus que l'on agit, et il y a souvent d'ailleurs même une phobie du toucher, et là, dans l'autre clinique, on va plonger dans le toucher. Et finalement, j'en venais à confronter ces deux cliniques, l'une adossée au paradigme des addictions. Addiction, à l'époque, on parlait d'astructuration, avant qu'on parle vraiment des états limites, alors que la névrose obsessionnelle passe pour la plus traditionnelle et la plus rebelle, la plus difficile à soigner des organisations névrotiques. Mais au fond, je me rendais compte que dans les deux cas, il y avait une très grande difficulté à aimer et à être aimé. Voilà. Donc, c'est à cette époque que j'ai commencé à m'intéresser, à confronter des modèles psychopathologiques qui étaient très différents pour en saisir parfois, pour les mettre en dialogue et en saisir des éléments de ressemblance, de différence.